merci d'être présent. On va pouvoir commencer. Donc, on a diverses présentations qui vont s'enchaîner pour un peu vous donner différentes clés pour réussir un projet de photovoltaïque en CUMA, donc sur un hangar de CUMA. Donc juste avant de commencer, quelques consignes. Donc de base, les micros et les caméras sont coupés. On va vous demander de garder votre micro coupé si vous posez pas de questions. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Donc pour information, moi, je n'ai qu'un écran, je ne vous vois pas, donc je laisserai mes camarades interrompre les présentateurs pour pouvoir répondre aux questions. On répondra aux questions au fur et à mesure de la présentation. Voilà. Donc, les diverses présentations, on va voir. C'était prévu une première présentation d'Iris Solaris sur différents leviers pour construire son bâtiment photovoltaïque en CUMA, notamment avec la conjoncture actuelle. On aura ensuite une présentation de Madame Oudian du Crédit Agricole pour parler un peu du financement de ce type de projet photovoltaïque et une présentation d'Aurélien Delmotte, expert comptable à la G3C, pour nous parler assez rapidement de la fiscalité des projets photovoltaïques en CUMA et la spécificité pour les CUMA par rapport à la fiscalité sur ce genre de projet. Voilà. Donc, je ne sais pas si Monsieur Maillet arrive. Bonjour tout le monde. Voilà. Peut-être je vous laisse vous présenter. Alors, moi, c'est Cédric Maillet, donc responsable commercial de l'agence de Chalon-sur-Saône et Nancy, donc qui draine la région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, donc tout ce qui est animation de l'équipe commerciale et le développement à la fois des partenariats, puis aussi du développement des projets photovoltaïques sur toute la zone de ces deux régions administratives. Puis je suis accompagné de Vincent. Voilà, Vincent s'était croisé une fois, mais juste avec Victoria, pas avec les autres. Donc Vincent Commandet, moi je suis le directeur de l'agence des agences de Chalon et de Nancy. Voilà. Donc on travaille étroitement avec Cédric sur tous les sujets de développement commercial et de partenariat aussi. Voilà. Donc du coup, on commence, Victoria. À vous. Alors, pour commencer, donc pour parler des solutions photovoltaïques, donc c'est vrai que le webinaire aujourd'hui, donc je vais pas revenir forcément dans le détail des différentes solutions qui existent pour financer un bâtiment agricole photovoltaïque ou un bâtiment pour les CUMA, que c'est quand même quelque chose qui depuis quelques années qui est assez démocratisé. Donc, je vais juste revenir dans les grandes lignes pour synthétiser un peu. Et après, surtout, je vais refaire un point quand même sur le marché du photovoltaïque en deuxième lieu, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de mouvements depuis, on va dire, une petite année maintenant. Donc, je voudrais vulgariser quand même quelques notions aujourd'hui de comment fonctionne le marché du photovoltaïque et l'impact pour le monde agricole. Voilà, parce que bon, voilà, c'est quand même des impacts assez importants. Et après, en troisième lieu, je vais prendre un temps surtout pour parler aujourd'hui d'autoconsommation collective. C'est-à-dire que jusqu'à cette heure, on avait l'habitude de vendre l'électricité à EDF, obligation d'achat intégrale avec des contrats de 20 ans. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui vont permettre de valoriser au mieux l'électricité et qui peut être un vrai levier pour faire aboutir des projets de bâtiments pour les CUMA. Donc, je vous expliquerai un petit peu après. Donc, et de chercher de la rentabilité et aussi on va dire, un projet vraiment plus axé sur le territoire. Donc, voilà. Donc, pour résumer déjà les solutions photovoltaïques, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on est agriculteur ou quand une CUMA a un projet de bâtiment? Actuellement, pour financer la construction d'un bâtiment agricole, on avait donc l'habitude avec deux solutions. Soit le tiers investissement délégué à une entreprise comme la nôtre qui est développeur photovoltaïque. Donc là, c'est-à-dire que là, il y avait deux types de solutions de tiers investissement. C'était soit ce qu'on appelle du bail à construction, c'est-à-dire que le développeur finance et construit le bâtiment et le met à disposition à la CUMA pendant un bail de 30 ans. Et l'agriculteur utilise le bâtiment et devient propriétaire à la fin du bail, donc, ou la CUMA.
ou éventuellement, donc l'ACUMA lui reste à charge, donc l'aménagement intérieur, le terrassement, c'est ce qui faisait du bâtiment qu'on appelait à l'époque le bâtiment gratuit ou le bâtiment à moindre coût. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le tiers investissement construction neuve. Et également, parallèle, au niveau des CUMA, il y avait aussi du tiers investissement au niveau des toitures existantes, c'est-à-dire que la CUMA était propriétaire du bâtiment, soit un bâtiment neuf qu'elle décidait d'investir elle-même pour diverses raisons. Ça peut être fiscal, ça peut être aussi par rapport, quand les développeurs proposent des bâtiments anti-investissement, c'est des modèles standards qui peuvent des fois pas correspondre non plus aux besoins de l'ACUMA. Et à ce moment-là, l'ACUMA ne souhaite pas investir dans le photovoltaïque. Et là, elle fait le choix de faire ce qu'on appelle de la location de toiture par le biais d'un bail amphithéotique. Et là, soit une soulte ou un loyer annuel va être versé à l'ACUMA pour l'aider à financer son bâtiment. Donc ça, c'est les deux solutions qu'on retrouve en tiers investissement, donc de délégation du photovoltaïque. C'est vrai que le bail, voilà là-dessus. Et après, donc, on a la partie investissement, où là, ça va être l'ACUMA qui va être propriétaire à la fois du bâtiment qu'elle veut construire, mais également des panneaux solaires. Et c'est elle qui va être propriétaire des panneaux et également qui va faire le choix de valoriser l'électricité qui est produite sur le site. Soit par de la revente totale, qu'on connaissait jusqu'à cette heure, qui existe toujours aujourd'hui, c'est-à-dire votre centrale, admettons, elle fait 500 mètres carrés, une 100 kW crête, je produis 110 000, 115 000 kWh par an, je revends tout à EDF avec un contrat garanti de 20 ans en obligation d'achat avec un tarif fixe et qui permet de rentabiliser et d'autofinancer une partie de son bâtiment. Après, il y a aussi des solutions, ça va être aussi également de l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire que là, une partie de la production va être consommée sur site, c'est-à-dire l'ACUMA peut avoir, par exemple, ou un agriculteur, des consommations sur le site, et là, à ce moment-là, elle prend l'énergie solaire de la toiture de la centrale pour autoconsommer, pour maîtriser ses charges énergétiques. Ça peut être, par exemple, on a certaines CUMA, je vois dans le sud de la France, que c'est avec nous, Iris Solaris, on intervient sur tout le territoire national, où on commence à avoir des robots pour tout ce qui est enjambeurs ou les choses comme ça électriques, qui ont besoin d'être rechargés électriquement, donc sous un bâtiment, par exemple. Et après, donc, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle, donc là-dessus. Et après, le troisième point en termes d'investissement, c'est là que je viendrai un peu sur ce sujet aujourd'hui, c'est l'autoconsommation collective. Là, c'est l'agriculteur ou l'ACUMA investit toujours dans la construction d'un bâtiment équipé d'une centrale photovoltaïque. Il autoconsomme ce qu'il a besoin à l'instant T et fournit d'autres consommateurs dans un périmètre géographique déterminé et revend le surplus à EDF avec un tarif de rachat fixe. C'est-à-dire que là, sur cette centrale photovoltaïque, qui, admettons, appartient à l'ACUMA, on peut imaginer demain fournir plusieurs consommateurs avec un prix garanti à l'avance pour mieux amortir son investissement, que je reviendrai plus en détail. Est-ce que vous pouvez passer le diapo, s'il vous plaît? Donc, un point sur le marché du photovoltaïque. Ce qui est très important, c'est au niveau aujourd'hui des tarifs et puis par rapport au seuil qu'on a actuellement par rapport aux puissances. Donc, le marché a été beaucoup bousculé, on va dire, depuis l'arrêté du 26 mars 2025, on va dire depuis un an, où il avait été décidé que, donc jusqu'à cette heure, en termes de rachat d'électricité, on raisonne toujours par plusieurs paliers. Les puissances que vous voyez, donc en kilowatts-crête, de 0 à 9 kg, ça c'est vraiment principalement pour la résidentielle, de la maison d'habitation. On a du 9 à 36, 36 à 100 kg et 100 à 500 kW-crête. Il y a toujours eu ces quatre paliers-là qui existent. Et en face, vous avez les tarifs d'achat par EDF, obligation d'achat, qu'on connaissait jusqu'à encore septembre dernier. C'est-à-dire avec des tarifs garantis quand vous déposez vos demandes de raccordement, donc avec un tarif défini par EDF pendant 20 ans. Là, depuis un an, donc, on a des tarifs aujourd'hui de 0 à 9 kg où c'est plus possible de faire de la revente totale d'électricité pour ces petites puissances en résidentiel. C'est uniquement l'autoconsommation qui est concernée. Et puis pour les puissances intermédiaires, donc de 36 à 100 kg, par exemple, les centrales de 100 kg qu'on voyait régulièrement en agricole, si je prends les tarifs d'achat aujourd'hui par trimestre,
du 1er janvier au 1er avril, par exemple, le premier trimestre 2026, on est à 7 centimes 92. Savoir qu'il y a un an en arrière, on est encore à 10 centimes et demi pour ce segment-là. Et après, les tranches 100-500 kg, la nouveauté, c'est que depuis le 22 septembre 2025, on ne peut plus déposer les dossiers au fur et à mesure de raccordement auprès d'Enedis et d'avoir un mécanisme de soutien d'EDF obligation d'achat. Ça passe par ce qu'on appelle un levier qui s'appelle les appels d'offres simplifiés, les AOS, qui a été mis en place donc, qui a été voté au mois de mars 2025 et qui a été mis en place un premier appel d'offres du 22 septembre au 2 octobre 2025. Ces AOS impactent aujourd'hui, on va dire fortement, la volumétrie des projets qu'on dépose, parce qu'avant les AOS, on avait beaucoup de bâtiments agricoles qui se construisaient ou de CUMA parce qu'on ne se posait pas de questions. La CUMA avait un projet de bâtiment, elle allait voir la banque, elle faisait financer son bâtiment, elle avait sa rentabilité avec la centrale photovoltaïque, le prix était garanti pendant 20 ans, on pouvait déposer les dossiers au fur et à mesure, EDF rachetait l'électricité. Maintenant, avec les systèmes de levier d'appel d'offres, ça complique les choses parce qu'on doit avoir des dates de dépôt spécifiques et l'État, avec la Commission de régulation de l'énergie, mais également des quotas de volume qui vont être retenus. Voilà. Donc, ça change beaucoup la donne aujourd'hui. Donc, c'est pas que les projets photovoltaïques, c'est plus infaisable, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus technique. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, il n'y a plus de tarifs sur la tranche 100-500 kg, parce que du coup, ça va être le producteur d'électricité, que ce soit nous, Iris Solaris, quand on développe des bâtiments, ou la CUMA demain achète la centrale photovoltaïque. C'est quand on est dans cette tranche-là, c'est le propriétaire de la centrale, le producteur, qui va déposer un tarif de rachat auprès de la CRE, Commission de régulation de l'énergie. Voilà les grandes nouveautés là-dessus. Et c'est vrai que la tranche 100-500 kg, si tu peux passer à côté, voilà, il n'y a pas de problème, le diapo, on était quand même sur des tarifs encore à 10 centimes et encore également. Voilà. Donc le principe de l'appel d'offres AOS, c'est l'appel d'offres simplifié applicable en France continentale à compter du 22 septembre 2025 pour les installations sous bâtiment ou ombrières de puissance supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 500 kW crête. À partir de cette date, donc l'appel d'offres remplace l'arrêté tarifaire S21 qui a été voté le 6 octobre 2021 sur ce segment de puissance. Donc, sur le principe de guichet ouvert, toutes les installations qui remplissent ces conditions d'admissibilité sont éligibles à l'aide. Donc, l'appel d'offres simplifié suit une logique de mise en concurrence. Parmi les installations qui remplissent ces conditions d'admissibilité, seules les installations les plus compétitives d'un point de vue du prix bénéficient du soutien de l'État qui prend la forme d'un contrat de complément de rémunération sur 20 ans. Est-ce que passer au diapo suivant? Pour que votre installation soit éligible à l'AOS, elle doit répondre à des critères suivants. Donc, la puissance entre 100 et 500 kW de puissance, des performances environnementales par rapport au bilan carbone des panneaux photovoltaïques voilà, qui vont être installés sur la toiture. Bien entendu, au niveau urbanisme, il faudrait qu'on ait une autorisation d'urbanisme valide. Donc, quand on parle d'autorisation d'urbanisme valide, c'est quand on part sur un bâtiment neuf, c'est un permis de construire obtenu. Sinon, on ne peut pas déposer le projet en AOS par rapport aux dates. Ou sinon, sur un bâtiment existant, avoir fait une déclaration préalable. Voilà, d'équiper la toiture en panneaux solaires. Voilà. On soit là-dessus. Et donc, caractère neuf, l'installation doit être nouvelle, c'est-à-dire nouvelle installation photovoltaïque. En termes de tarifs, c'est-à-dire que quand on propose le tarif, on ne peut pas proposer un tarif au-delà de 95 € le mégawatt, ce qui fait 9 centimes et demi le kilowattheure. Donc ça, c'est au-delà de 9,5, les dossiers ne sont pas retenus. Et il y a également une nouveauté, ce qui implique aussi maintenant une garantie financière, donc c'est-à-dire une attestation de constitution de consignation, une garantie de 10 000 € à la caisse de dépôt qui doit être jointe à l'offre. C'est-à-dire que systématiquement, au dépôt du dossier, il y a 10 000 € qui est consigné. Alors pourquoi il y a ces fameux 10 000 € qui ont été consignés? C'est surtout que ça permet aussi que quand les gens déposent des demandes de raccordement, c'est que ça soit des projets sérieux aussi. Voilà. Parce que sinon, cet argent-là, si le projet tombe à l'eau, les 10 000 € sont perdus.
et ne viennent pas en déduction du coût de raccordement. C'est vraiment une somme à part. Voilà. Et une première période de candidature qu'on avait eue du 22 septembre au 2 octobre. Donc actuellement, pour ce segment-là, on attend toujours des dates pour les prochains AOS de 2026. Donc nous sommes actuellement le 6 mars et nous n'avons toujours pas de date de publier pour ce segment-là, sachant que l'an dernier, quand ça avait été publié, les premières dates, il était annoncé qu'il y ait 5 appels d'offres en 2026 sur ce créneau-là. Actuellement, à notre connaissance, nous n'avons toujours pas de date. En revanche, il y a un appel d'offres creux bâtiment supérieur à 500 kg, donc c'est des bâtiments supérieurs à 2600 m², qui vient d'être publié il y a quelques jours pour un volume de 300 mégas au niveau national, avec des dépôts de dossiers du 13 avril au 24 avril 2026. Voilà actuellement. Et 2 autres appels d'offres devraient venir voir le jour sur ce segment grand bâtiment, grande toiture, courant 2026 également. Une au mois de juin, puis une à l'automne, au mois d'octobre-novembre, qui devrait sortir sur 2026. Est-ce que ça vous paraît déjà un peu, avant que je continue, est-ce que ça vous paraît déjà un peu plus clair déjà par rapport aux nouveaux mécanismes qui ont été mis en place par rapport à appel d'offres simplifié, que maintenant on ne peut plus déposer les dossiers comme on voulait avant? Est-ce que ça vous paraît déjà clair là-dessus, avant que je continue? Non, oui, c'est clair. Est-ce que c'est juste sur le tarif, tu disais maximum 9,5 centimes par kilowatt. Oui. Ça, c'est le maximum. Que quand je dépose le dossier, c'est-à-dire, dommage, tu as une CUMA qui fait, admettons, un bâtiment de 1700 m². Ouais. Tu équipes la toiture de 300 kg. La CUMA fait le choix de dire, moi, j'ai envie de jouer à l'appel d'offres simplifié. Voilà. Elle va acheter le bâtiment, elle va acheter la centrale, je vais jouer à l'appel d'offres simplifié. Elle ne pourra pas proposer, par exemple, un tarif de 10 centimes à l'appel d'offres simplifié. Maximum, on sera bloqué au plafond de 9,5. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quel tarif faudrait déposer les dossiers? Alors, pour être transparent avec vous, nous, Iris Solaris, les dossiers, on a fait le choix de les déposer à 8 centimes et demi aujourd'hui, pour vous donner un critère moyen. Donc, nous, actuellement, ces projets-là, donc l'appel d'offres qui a eu au mois de septembre dernier et les prochains appels d'offres qui sortiront, c'est on a retenu le tarif de 8 centimes et demi pour répondre à ces critères d'appel d'offres. Voilà. Ok, merci. C'est un point d'équilibre entre le coût du bâtiment, qui nous paraît encore limite rentable. Oui, puis le risque de ne pas être retenu si on a des prix trop élevés aussi. Voilà, c'est ça aussi. Il y a des volumes limités quand même sur l'appel d'offres. Parce qu'il faut savoir aussi que les appels d'offres, c'est des volumes limités. Le premier appel d'offres, il y a eu 192 mégas au niveau national. Bon, il n'y a eu qu'une centaine de mégas qui ont été retenus. Mais si, admettons, sur 192 mégas de volume, vous avez 250 mégas de dépôt de dossier, malheureusement, il y en a une partie qui n'aboutira pas. Et les critères qu'ils vont retenir aussi, par rapport aux critères de durabilité, par rapport aux panneaux, par rapport à la rentabilité des seuils et tout, ils vont regarder également le tarif proposé par le producteur. Ça va être un critère. Donc aujourd'hui, le métier, on va dire, du photovoltaïque est vraiment en train de changer. Avant, il y a encore un an en arrière, on ne se posait pas trop la question. On disait, on met une centrale photovoltaïque, on produit de l'électricité, ça part dans le réseau, EDF m'achète l'électricité, j'ai ma rentabilité, très bien. Là, aujourd'hui, le métier change au niveau du photovoltaïque. C'est de se dire aujourd'hui, demain, j'installe une centrale photovoltaïque, qu'est-ce que je vais faire de mes kilowattheures que j'installe? Et c'est comme ça qu'il faut anticiper demain un projet photovoltaïque, même au niveau des CUMA. Et les CUMA, elles ont quand même une cartouche à jouer, que je vais vous expliquer après, pour valoriser l'électricité sur un territoire, projet de territoire et collectif. Alors, l'autoconsommation. Alors, je reviens vite fait sur la base de l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous disais, on était sur des schémas où on vendait l'intégralité de l'électricité à EDF. Aujourd'hui, on va de plus en plus chercher à valoriser l'électricité soit sur site ou sur multisite. Donc, le principe de base de l'autoconsommation photovoltaïque, c'est qu'on consiste à produire et consommer de l'électricité à partir de panneaux solaires, bien entendu. Donc, c'est les avantages réduction des factures d'électricité, c'est de réduire son indépendance énergétique et également son impact environnemental.
et c'est surtout d'utiliser l'électricité produite qui est autoconsommée. Donc pour cela, on va avoir deux types d'autoconsommation. On va avoir l'autoconsommation individuelle, donc c'est-à-dire que là, vous êtes propriétaire de votre centrale, vous autoconsommez sur votre site uniquement et vous récupérez l'électricité pour faire baisser votre facture d'électricité et le surplus est éventuellement revendu sur le réseau. Après, au niveau autoconsommation, c'est là que je vais rentrer un peu plus en détail aujourd'hui, ça va être l'autoconsommation collective. Donc l'autoconsommation collective, c'est l'électricité consommée transite, donc vous allez produire et vous allez avoir plusieurs points de consommation que vous allez alimenter. C'est-à-dire que l'électricité autoconsommée transite sur le réseau public de distribution et on va diminuer la facture et le coût de l'énergie. Voilà. Donc, et de revendre l'électricité. Vous pouvez avancer, s'il te plaît. Donc, définition de l'autoconsommation collective, c'est partager de l'électricité produite localement entre plusieurs consommateurs dans un périmètre défini. Alors, pourquoi on parle de périmètre défini? Parce que pour faire l'autoconsommation collective, suivant le point de production locale, donc on va avoir plusieurs proximités géographiques. On peut alimenter jusqu'à 2 km dans les zones urbaines, 10 km pour les zones périurbaines et 20 km en zone rurale. C'est-à-dire vous avez un bâtiment de CUMA qui est par exemple basé à Charolles en Saône-et-Loire, et ce bâtiment-là, il peut alimenter jusqu'à des consommateurs jusqu'à 20 km, par exemple. Parce qu'on est en zone rurale. Voilà, par exemple. Quand vous êtes à Chalon-sur-Saône, en banlieue de Chalon-sur-Saône, une centrale photovoltaïque, par exemple, à Crissay, où je suis, j'ai un bâtiment à côté à 2 km, je peux alimenter pas plus de 2 km des consommateurs. Voilà. Voilà la différence de notion zone urbaine, zone rurale, d'alimentation. Donc, voilà. Et donc, l'électricité est injectée dans le réseau public de distribution pour être redistribuée aux différents participants. Ce modèle favorise l'utilisation des énergies renouvelables et permet de réduire les coûts d'électricité. Donc, voilà. Donc, parcours d'un projet ACC. Donc, un projet d'autoconsommation collective implique plusieurs étapes clés, du coup. Donc, ça va être déjà évaluer les besoins, c'est étudier les modes de consommation des membres du collectif, et ça va être de dimensionner la production d'électricité en fonction des besoins énergétiques. Si je prends l'exemple d'un bâtiment de CUMA, par exemple, on estime que la CUMA, il y a 10 adhérents. Fait le choix d'un bâtiment, panneaux solaires. Donc, la CUMA investit à la fois dans le bâtiment et la centrale. Et la CUMA décide d'alimenter, admettons, une partie de la production solaire, au lieu qu'elle soit revendue intégralement à EDF. Elle va dire, tiens, peut-être que 30 ou 40% de la production annuelle de la centrale solaire, je vais la valoriser pour mes adhérents de CUMA. C'est-à-dire que mes adhérents sont situés, admettons, à 10 km maxi autour du bâtiment. Sur 10 adhérents, j'ai 5 éleveurs laitiers, un céréalier, un éleveur allaitant. Et puis, on se rend compte que, par exemple, les adhérents des éleveurs laitiers vont peut-être dire, nous, on a un peu de consommation, on préfère acheter l'électricité à la centrale de la CUMA. Donc, à ce moment-là, la CUMA fera ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'elle alimentera, la centrale du bâtiment de la CUMA alimentera des adhérents de la CUMA, par exemple. Et ça qui est intéressant. Et puis après, tu peux avoir aussi certaines CUMA où elles vont vouloir carrément vendre l'électricité hors des membres de la CUMA. Ça peut être par exemple la mairie. La mairie où a implanté le bâtiment, de la CUMA peut dire, tiens, je vais vendre tant de kilowattheures, admettons, pour le groupe scolaire, pour la mairie, pour ses consommations. Et là, vous travaillez en vrai projet de territoire. Et l'intérêt de l'autoconsommation collective, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on voit les mécanismes de soutien de l'électricité autour des 8 centimes en termes de rentabilité de projet, ça demande des amortissements plus longs pour amortir la centrale et le bâtiment. Et là, à ce moment-là, l'autoconsommation collective, ça va être de fournir des consommateurs qui vont acheter un peu plus cher l'électricité que si vous la vendiez à EDF. Mettons, on part de 8 centimes, vous pouvez dire par exemple, je vends 11 centimes l'électricité ou 12 centimes l'électricité. Et en plus, les consommateurs en face, ou même les adhérents de la CUMA, vont l'acheter moins cher que si ils l'achètent actuellement à EDF, en tarif bleu. Par exemple, à 16 centimes, 17 centimes, 18 centimes. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant et c'est un vrai projet collectif, ce qui est quand même
on va dire, l'ADN des CUMA déjà de base, quoi, voilà. Donc, de partager du matériel aujourd'hui, c'est une chose, mais demain, c'est de partager aussi l'énergie et d'améliorer la rentabilité de leur investissement. Là, l'intérêt. Après, donc, ça va être aussi, donc, si on veut apporter donc, en plusieurs étapes clés, ça va être donc l'évaluation des besoins, ça va être la création d'une PMO, personne morale organisatrice. Donc, celle-ci, c'est qu'elle va permettre de tout gérer entre les relations entre le producteur et le consommateur, s'occuper de tout ce qui est facturation, de tout ce qui est la gestion du réseau avec Enedis et tout, pour alimenter les consommateurs qui vont utiliser l'ACC. Voilà l'intérêt de la PMO, comme par exemple Iris Solaris et PMO, actuellement pour ses propres centrales photovoltaïques. Voilà. Et également, on peut faire aussi de la prestation de service. Voilà. C'est-à-dire, demain, une CUMA souhaite faire de l'autoconsommation collective, eh ben, elle peut nous payer une prestation de service pour qu'on fasse la PMO pour la CUMA. Voilà. Pour s'occuper et organiser ce marché-là. Et donc après, ça va être le raccordement au réseau, c'est-à-dire toutes les démarches pour accorder les installations de production au réseau public d'électricité via Enedis. Cette définition des modalités de partage de l'électricité, c'est-à-dire par rapport au pourcentage qu'on alimente de tel ou tel consommateur. Et puis après, donc établissement des contrats, donc mettre en place les contrats et conditions de facturation d'électricité produite et vendue entre les participants et signature de la convention avec Enedis pour utiliser le réseau. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Les grandes étapes. On peut passer le diapo. Donc, les différents acteurs d'une opération ACC, donc c'est plusieurs acteurs qui vont jouer un rôle clé pour assurer le bon fonctionnement du projet. Donc, les participants, déjà, ça va être les producteurs qui génèrent de l'électricité renouvelable et locale et le consommateur qui l'utilise. Les acteurs du marché, donc les fournisseurs et les acheteurs de surplus. Et donc, après, la personne morale organisatrice, entité juridique qui regroupe les producteurs et les consommateurs, qui gère l'opération et sert d'interlocuteur unique avec le gestionnaire de réseau Enedis et de distribution. Et après, le gestionnaire de réseau de distribution, où lui, il va assurer la mise en œuvre technique et contractuelle, et donc il va relever toutes les courbes de charges de consommation et de production, et calcule la part de production locale affectée à chaque consommateur. C'est pour ça que la PMO est en lien direct tout le temps en permanence avec Enedis. Voilà. Cédric, oui. Une question sur le côté là. Oui. Dans l'autoconsommation collective, comment s'assurer des consommations des adhérents? Si la production n'est pas suffisante, quel est l'engagement de la CUMA envers ses adhérents? Alors, aujourd'hui, au niveau des contrats, ça va être déjà des contrats, on va dire, assez courts. C'est-à-dire que quand demain, la CUMA va faire, par le biais de la PMO, bien entendu, va dire je vends l'électricité à 10 membres de leur 10 exploitations agricoles membres de la CUMA, donc elle va faire des contrats. Les contrats, c'est des contrats en moyenne de 1 à 3 ans. Après, vous pouvez mettre jusqu'à 5 ans. Hein. Après, la CUMA fait un peu ce qu'elle veut, mais en moyenne, on va être quand même sur des contrats, on va dire, assez courts. Pourquoi? Pour s'adapter aussi par rapport au contexte du marché général de l'énergie et de l'électricité. Pourquoi je dis ça? C'est, admettons, dans 5 ans, l'électricité, je ne le souhaite pas, flambe à 25 centimes et vous avez un contrat à 12, la CUMA aura cet intérêt de revaloriser de 2-3 centimes supplémentaires la revente d'électricité, par exemple. Après, comment on va voir? Déjà, l'étude, on va faire demain une étude pour l'autoconsommation collective, on va déjà se baser par la production prévisionnelle de la centrale, de ce qu'elle va produire. On va partir sur un exemple. Une 100 kW crête à 110 kWh par an par kW crête, donc 110 000, 120 000 kWh par an d'électricité qui va être produit si je prends un bâtiment moyen en région Bourgogne, par exemple. Donc, sur ces 120 000 kWh que ma centrale va produire chaque année, je vais peut-être dire je prends 40 000 kWh que je vais revendre à des membres de la CUMA. Ces membres de la CUMA, donc on va peut-être les fournir peut-être à hauteur de 20, 25, 30% de l'équivalent de leur facture d'électricité. Après, on va étudier sur chaque consommateur sa consommation annuelle d'électricité et mois par mois pour voir comment on peut alimenter. L'avantage aussi, c'est que le consommateur qui achète l'électricité au pied de l'ACC reste toujours avec son fournisseur habituel, par exemple EDF. C'est-à-dire qu'on ne casse pas son contrat.
C'est-à-dire que si demain, malheureusement, la CUMA, il y a une baisse de livraison par rapport au contrat, et le consommateur va acheter son électricité à son fournisseur initial, plus. Et du coup, il a 2 facturations d'électricité. Il a sa facturation de l'électricité de son fournisseur habituel pour, par exemple, 2/3 de sa facture annuelle et un tiers de sa facture annuelle qui va l'acheter, admettons, à la CUMA en ACC, autoconsommation collective. C'est-à-dire que, par exemple, il va continuer à acheter 2/3 son électricité, par exemple, à 18 centimes qu'il a avec son fournisseur et un tiers de sa production, admettons, à 11 centimes que la CUMA lui fournit. Donc, il y a 2 facturations et la PMO s'occupe de ça et, bien entendu, j'insiste bien là-dessus, le consommateur ne résilie pas son contrat avec son fournisseur initial parce qu'on en a besoin. Ça, c'est très important. Pour les moments où la centrale ne produit pas, la nuit. Oui, ou la nuit quand la centrale ne produit pas, parce que, bien entendu, quand tu as un robot de traite, la nuit, il tourne, ou le temps qu'elle est, donc là, pour l'instant, c'est quand même des panneaux solaires. Donc, on fournit la journée, on ne fournit pas la nuit. Voilà. De stockage. Voilà. Ou des solutions de stockage. Voilà. Oui, voilà. Et du coup, il restera... S'il y a d'autres questions, voilà. Il restera plus longtemps sur la partie Iris Solaris, donc je ne sais pas si… je vais faire assez vite, j'ai bientôt fini, t'inquiète. Pas de souci. La personne morale organisatrice, oui. Alors, quel est son rôle? Ça, j'insiste là-dessus, parce que pour faire de l'autoconsommation collective, c'est obligatoire. C'est-à-dire que l'agriculteur tout seul ou la CUMA tout seul ne peut pas dire je vais vendre l'électricité à la personne lambda. Donc, son rôle principal est de piloter l'opération et de faire le lien entre le producteur et les consommateurs. Donc, celle-ci, elle va assurer la gestion et la coordination de l'opération. Elle regroupe toutes les participations de l'opération, producteurs et consommateurs. Donc, différentes formes juridiques possibles, associations, coopératives, sociétés civiles ou commerciales. Donc, il y a différents statuts, ça dépend au niveau juridique. Elle va garantir la répartition équitable de l'énergie entre les différents participants, entre les producteurs et les consommateurs, veille à la conformité réglementaire par rapport à Enedis, définit la clé de répartition et détermine comment l'électricité produite est partagée entre les différents consommateurs. Donc, elle va répartir là-dessus et communique les informations aux fournisseurs d'électricité et consommateurs qui ajustent leur facture en conséquence en instant T. Voilà. Donc ça, c'est un schéma d'opération d'ACC, c'est le groupe. Donc c'est produit et consommé au sein d'un groupe d'identités situé à proximité géographique des uns des autres. Donc vous avez au milieu la personne morale organisatrice qui regroupe à la fois le producteur, qui peut être par exemple la CUMA, qui facture l'électricité locale autoconsommée, admettons, à 3 adhérents. Le surplus de production est vendu à EDF obligation d'achat, avec le tarif réglementé, garanti. Et donc le gestionnaire de réseau qui va s'occuper de la distribution et la facturation, pareil, du restant de l'électricité qui est fournie hors centrale photovoltaïque. Et donc la personne morale organisatrice va définir la clé de répartition. Voilà. Là-dessus. Pareil, ce qui est très important aussi au niveau de l'autoconsommation collective, c'est, admettons, pendant 3 ans, vous faites de l'ACC, votre centrale, avec vos adhérents de CUMA, puis on estime, par exemple, je ne sais pas, dans 3 ans, les contrats se terminent, puis malheureusement, vous ne trouvez plus de consommateurs qui veulent acheter votre électricité. Ça peut arriver. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mais à ce moment-là, l'intégralité de la production de la centrale photovoltaïque va aller au contrat EDF obligation d'achat qui a été mis en place dès le départ. Donc ça, c'est aussi un gage de sécurité aussi pour les investisseurs et également pour les organismes bancaires. Voilà. Là, tu peux passer sur ce schéma-là. Ouais. Valorisation, soit pareil, ça peut passer. Les avantages de la ACC pour le producteur, donc je vais le citer vite fait. Donc, ça va être des économies sur les coûts énergétiques. Ça va permettre d'avoir un revenu supplémentaire, donc c'est-à-dire d'aller chercher de la marge supplémentaire par rapport au projet initial, sécuriser financièrement son investissement, l'impact environnemental et une valorisation économique et puis surtout sociétale, parce que également, quand demain tu veux travailler avec une collectivité ou des choses comme ça, on améliore son image également. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Ah oui, alors il y en a une là qui vient d'arriver. Oui, pourquoi ne pas faire? Oui.
Des contrats de revente aux adhérents ou aux collectivités locales sur des plus longues durées pour sécuriser le projet. Si, c'est faisable. C'est faisable. Si, admettons, une collectivité veut sécuriser sur 7-8 ans, c'est libre, par exemple. Ou même les adhérents, c'est libre. Après, c'est mis dans le business plan que vous définissez dès le départ. Il n'y a pas d'impact, hein, vous avez tout à fait le droit. Après, quand je parle de 1 à 3 ans ou 1 à 5 ans, c'est plutôt qu'on fait de la revente, admettons, à des artisans ou à des entreprises. Comme nous, on fait, par exemple, on a nos propres centrales, on va être sur des contrats de cycle assez court, quoi, voilà. Mais on est sur un autre schéma. Voilà. Donc, mais vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas de problème. Sachant qu'une fois que la centrale est construite, en fait, le prix de revente est connu. Hein, il ne dépend pas du tout de la fluctuation du marché ou de sujets géopolitiques ou autres. Donc, on pourrait très bien leur vendre un prix fixe sur 20 ans. D'accord. C'est juste que ce que dit Cédric, c'est que quand c'est vous qui avez investi, que vous êtes propriétaire et que vous pouvez vous laisser la possibilité de réajuster à un moment votre coût de revente en fonction de l'évolution du marché. Mais sinon, en effet, pour une collectivité, moi je le comprends parfaitement, on dit, bah voilà, le gros avantage, c'est qu'on a un prix fixe sur une durée très longue et on peut le faire sans problème. Ouais. Et au niveau des taxes et de l'autoconsommation collective, il y a la c'est la même qui est payée de toute façon habituellement. Alors, de toute façon, il y a toujours les taxes d'utilisation du réseau. Hein, de toute façon, hein, donc ça, il n'y a pas de… L'économie que vous allez faire, c'est surtout sur le kilowattheure. Voilà. Quand tu achètes un kilowattheure 18 centimes hors taxe, hors TVA, puis hors TURP et tout, ton kilowattheure, ben, si demain tu achètes à Takuma 10 centimes et demi ou 11 centimes, là tu fais de l'économie directe. Voilà, là-dessus. Voilà, c'est là-dessus. Mais les taxes d'acheminement continuent toujours à exister, bien entendu. Imaginez-vous que l'électricité puisse baisser significativement dans les années à venir? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors pourquoi? Non, mais parce que bon, je ne veux pas répondre directement. Il faut savoir que déjà l'électricité, si vous regardez, alors ça, c'est pas moi qui invente ces chiffres, hein, vous pouvez les trouver au niveau de l'INSEE. Si on regarde les 20-25 dernières années, le coût moyen de l'électricité, le consommateur que nous on l'achète, a augmenté en moyenne entre 3,5 et 4% par an. Voilà. Depuis les 20-25 dernières années. Donc le coût va continuer d'augmenter. Après, on a aujourd'hui un réseau électrique français qui est vieillissant et qu'il faut financer, remettre en état. C'est à peu près 200 milliards d'euros. Des centrales nucléaires qu'il faudra aussi remettre en état. Il y a des nouveaux EPR qui vont sortir. Donc, même l'électricité nucléaire, qui était quand même pas chère, qui était la force de notre pays, aujourd'hui, avec les nouveaux EPR qui sont en train de construire et les prévisionnels, on n'aura plus l'électricité comme on a eu il y a dans les années 80-90 grâce à nos centrales nucléaires qu'on les a construites. C'est aujourd'hui, même les nouveaux EPR n'arrivent pas à sortir un kilowattheure inférieur à 10 centimes déjà en tant que producteur. Donc, l'électricité, malheureusement, va faire que d'augmenter. Et même s'il a augmenté, on va dire, quand même de 25% ces 5 dernières années, on reste encore le pays européen en France aujourd'hui où on paye l'électricité le moins cher. Vous prenez la Belgique, par exemple, c'est quasiment 30 centimes aujourd'hui. L'Allemagne, on est autour des 25. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que les autres pays européens payent l'électricité. Et malheureusement, des fois, l'Europe, elle aime bien un peu harmoniser des choses, mais pas forcément non plus, des fois, dans le bon sens non plus. Voilà. Sur le tarif, il y a une autre question et après on pourra passer à l'intervention du Crédit Agricole. Est-ce que le tarif de revente peut varier en fonction du client, entre parenthèses, membre de l'ACUMA, collectivité, particulier? Alors, ça, il va varier par rapport au client. Si vous faites de l'autoconsommation collective, c'est le producteur qui définit le tarif de revente. Donc oui, il peut choisir de vendre, admettons, 11 centimes pour les adhérents de l'ACUMA. Et puis en plus, l'ACUMA, elle trouve une petite PME à fournir. Bon, au lieu de le vendre 11 centimes, elle peut le vendre 13 centimes à la petite PME à côté. Tout à fait. C'est un contrat individuel entre le producteur et le consommateur. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Voilà. Elle peut faire ce qu'elle veut. Après, le restant dans le schéma obligation d'achat EDF, non. Là, on est tous mis à la même enseigne. Voilà, hein, donc, type d'égalité. Voilà. Ok, bah, merci. On pourra reprendre des questions à la fin si on a. Oui, il n'y a pas de problème.
Vas-y Aurélien, du coup. Eh ben, bonjour à tous. Donc Aurélien Delamotte, expert comptable à la G3C. Pour rappel, la G3C, c'est une AGC d'une vingtaine de comptables où on est spécialisé dans les coopératives agricoles et les structures qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais vous présenter les quelques particularités sur la fiscalité donc, de l'activité photovoltaïque. Juste un rappel du cadre juridique, puisque les CUMA peuvent intégrer cette activité-là directement dans la CUMA depuis la fin 2022. C'est la FNCUMA qui avait poussé pour que cette activité-là puisse être intégrée directement dans les CUMA, puisqu'auparavant, il fallait créer une filiale sous la forme souvent d'une société, enfin c'était une société commerciale qui intégrait cette activité-là et qui remontait les dividendes dans la CUMA. C'était un montage assez compliqué pour des projets qui n'étaient pas non plus d'une grande ampleur. Donc maintenant, ça permet de simplifier vraiment la gestion comptable et fiscale de cette activité-là et d'éviter de créer des structures qui sont coûteuses. Et donc voilà, ça permet de simplifier. Donc on peut maintenant intégrer cette activité-là dans l'objet social de la CUMA. Alors les conditions à remplir pour pouvoir faire cette activité-là, les bâtiments de la CUMA doivent restent détenus et utilisés pour le bénéfice de ses adhérents. Ça doit rester donc une activité accessoire à la CUMA. La CUMA elle doit modifier son article 3 de ses statuts. Donc ça se fait par une assemblée générale extraordinaire. Et il faut demander une extension d'objet au HCCA. La CUMA doit réaliser une comptabilité permettant la fiscalisation à l'impôt sur les sociétés. Vous n'avez pas l'obligation d'activer l'option TNA, malgré le fait que vous vendez à EDF ou à une autre structure, elle n'est pas adhérente, elle n'a pas de part sociale, mais il n'y a pas besoin d'activer l'option TNA, ça permet d'éviter d'avoir une révision copertise. Les revenus générés par cette activité-là ne sont pas retournables et la CUMA devra envoyer une liasse fiscale au service des impôts. Elle devra donc se déclarer auprès des impôts et donc de créer un compte et de respecter évidemment les délais. Donc le résultat fiscal de la CUMA il va être limité donc, à l'activité photovoltaïque. On va reprendre donc les ventes d'électricité. Alors, s'il y a de l'autoconsommation, il faut également l'intégrer. L'autoconsommation est imposable au sein de la CUMA. Et ce qui est imposable aussi, c'est si vous avez une subvention d'investissement pour la construction du bâtiment ou pour les panneaux photovoltaïques, eh bien, il faut intégrer une quote-part. De l'autre côté, toutes les charges directes liées à l'installation sont déductibles, les frais de maintenance, les frais d'accès au réseau, l'assurance, les honoraires comptables sur la fiscalité, les charges financières, et on peut également déduire une quote-part des frais généraux, des frais de gestion de la CUMA qui est liée au bâtiment, et une quote-part de l'amortissement du bâtiment qui correspond à la toiture. Donc, soit vous avez décomposé le bâtiment, vous avez un composant qui concerne la toiture, on peut déduire 100% de l'amortissement de ce composant. Si ça n'a pas été décomposé, on va prendre un prorata de l'amortissement du hangar qui correspond à la toiture. Souvent, c'est de l'ordre de 30% de l'amortissement total. Juste un petit rappel pour les délais. La date limite, c'est le 15 mai N pour envoyer sa liasse fiscale. Donc, il faut anticiper, surtout la première année, de bien penser à prévenir le comptable. Le taux d'impôt sur les sociétés, il y en a deux. Donc, le taux de droit commun, c'est 25%. Dans la majorité des cas, on peut bénéficier du taux réduit de 15%. La condition importante en CUMA, c'est que le capital soit entièrement versé. Donc, avant de faire du photovoltaïque, c'est quand même un conseil de vérifier, de bien appeler toutes les parts, d'être à jour des parts sociales pour bénéficier du taux réduit. C'est quand même 10%, c'est pas rien. Et c'est assez simple. Ça ne coûte pas grand-chose de se mettre à jour. Ça va faire du bien à la trésorerie de la CUMA. Après, les deux autres conditions sont généralement remplies par les CUMA. Il faut que le capital détenu, il faut qu'il soit détenu par des personnes physiques. Plus de 75% doit être des personnes physiques. Donc, c'est généralement le cas.
Et ce bénéfice soumis à 15%, il est limité à 42 500 €. Donc, dans les activités de photovoltaïque, en principe, ça ne dépasse pas ce montant-là. Et donc, pour conclure, lorsque vous avez un projet de photovoltaïque, il faut bien penser à prévenir le comptable en amont pour étudier l'impact fiscal. Alors, les comptables ont été formés. Elles ne sont pas toujours à l'aise avec la fiscalité, parce que les CUMA, en général, elles ne sont pas fiscalisées. Mais on a des référents, donc elles peuvent se faire aider par des référents et pour pouvoir vous faire une simulation de ce que ça va vous coûter en matière de fiscalité et sur le plan, au niveau des charges administratives de votre projet. Et aussi anticiper les obligations déclaratives, parce qu'il va falloir déclarer un compte aux impôts. Ça ne se fait pas, ça prend un petit peu de temps, surtout quand on demande aux impôts de créer un compte et que vous soyez, il faut opter pour le régime simplifié d'imposition. Le temps qu'ils prennent en compte la demande, il faut plusieurs jours. Et le délai, c'est le 15 mai, donc il faut s'y prendre à l'avance. Donc, voilà, il faut bien l'anticiper. Et aussi, la recommandation importante, c'est mettez bien à jour vos statuts. C'est pour éviter que l'administration fiscale joue sur le fait que vos statuts ne comprennent pas l'activité photovoltaïque et que la remettent en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés sur la totalité de la CUMA. Donc, ça serait dommage. Donc, bien penser à mettre ces statuts, d'être en règle sur le plan juridique. Au moins, vous évitez ce risque-là. Donc, je vois qu'il y avait une question. Dans le CFE, est-ce que les CUMA sont soumises à la CFE quand elles intègrent un projet panneau photovoltaïque? Donc, à la base, les CUMA sont bien assujettis à la CFE, mais il existe un article du Code général des impôts qui permet aux CUMA d'en être exonérés pour la majorité d'entre elles. Cet article-là, il dit en fait que pour pouvoir bénéficier de l'exonération, il faut que les associés coopérateurs détiennent au moins 80% de la CUMA et il ne faut pas que vous exerciez une activité du type industriel ou commercial. En clair, cet article de loi, il ne précise pas explicitement si l'activité photovoltaïque, elle rentre dans la CFE ou pas. L'activité de photovoltaïque est une activité commerciale. Donc, en fait, la question, elle est légitime. En principe, ça rentre dedans. Le texte n'est pas clair, contrairement à la taxe foncière où la loi prévoit clairement que l'activité photovoltaïque ne remet pas en cause l'exonération taxe foncière. Ce n'est pas le cas pour la CFE. Ceci dit, la CFE, il y a une exonération lorsque les recettes sont inférieures à 5 000 €. Donc déjà, si l'activité photovoltaïque génère moins de 5 000, vous êtes tranquille. Au-delà de 5 000, l'administration pourrait aller chercher, vous assujettir à la CFE, il faut remettre en cause l'exonération. Moi, je pars du principe qu'on maintient cette exonération-là. Si l'administration vous réclame une CFE, moi, je la contesterai en mettant en avant que l'activité photovoltaïque est une activité qui est accessoire. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de cas où des CUMA qui ont été assujettis à la CFE. En tout cas, pas encore. Donc, pour l'instant, moi, je pars du principe que non. Mais c'est possible qu'un jour, l'administration vienne chercher certaines CUMA où les recettes dépassent les 5 000 €. Donc moi, je contesterai, mais voilà, c'est peut-être que on n'est pas une CUMA où ça représente une part de recettes importante, elle pourrait prendre le risque d'avoir une CFE. Et aussi, il y avait la taxe, j'en ai pas parlé, il y a aussi la taxe IFR. Ça concerne c'est une sorte de CFE, mais qui concerne les installations égales ou supérieures à 100 kW. Donc ça, par contre, la CUMA y est assujettie. Et au niveau de la déclaration à l'IS, c'est dès les premières recettes, donc dès qu'il y a eu le raccordement, il y a les premières recettes perçues par la CUMA? Oui, c'est ça. Ok. Alors après, les recettes, c'est pas parce qu'il y a des recettes qu'il y a un bénéfice, par contre. Donc après, il faut voir avec le comptable qui s'occupe du dossier pour évaluer ça et voir s'il y a un bénéfice à la fin ou pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie un peu fiscale? Sinon, sur le diapo, je vais revenir en arrière pour revenir sur la partie du financement par le Crédit Agricole. Victoria, du coup, il y a Audrey Oudian qui est au téléphone, là. On va essayer de la… Ok. Donc, Audrey Oudian, je suis chargée d'affaires en transition énergétique au Crédit Agricole Centre-Est, métier qui consiste à différentes missions, dont celle d'accompagner les conseillers chargés de clientèle au financement d'un prêt photovoltaïque. Donc, je vais vous détailler un petit peu les points d'attention que l'on regarde quand on étudie un dossier de financement. Et bien évidemment, au-delà du dossier de financement sur un projet photovoltaïque, on regarde un certain nombre de points techniques. Donc, je ne vais pas forcément détailler parce que Monsieur Maillet alors j'ai pas entendu tout le début, mais du coup, je pense a dû pas mal évoquer certains points. Donc, en tout cas, voilà nous les différents éléments sur lesquels on porte attention lors d'un projet. Bien sûr, la partie des démarches administratives, s'assurer qu'il y ait un permis de construire qui ait été déposé ou une déclaration préalable en fonction du projet et que la demande de raccordement Enedis ait été faite. On va s'attacher bien évidemment à savoir qui est propriétaire du terrain et du bâtiment pour s'assurer que le producteur et le propriétaire sont les mêmes ou sinon mettre en place un système de bail amphithéotique. Alors sur les SCI, on est encore un petit peu plus attention, mais bon là c'est pas l'objet puisqu'on est sur des CUMA, mais en tout cas de bien vérifier en tout cas l'objet social de sa personne morale quand on met en place des projets solaires. Bien évidemment, on va regarder les qualifications et les attestations d'assurance de l'installateur, qui en général sont assez connus sur le secteur. On va regarder également le raccordement. Alors bien évidemment, quand on voit les projets, on en est au début du projet, donc on a souvent une estimation du coût de raccordement. Si on a la convention de raccordement là qui est validée par Enedis, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir une tendance, et d'autant plus aujourd'hui avec la baisse du prix de l'électricité. C'est vrai que le coût de la distance de raccordement va être un des points essentiels à la rentabilité du projet. Après, on va regarder bien sûr le matériel et les durées de garantie qui sont proposées sur le matériel et le contrat de maintenance qui va être proposé par l'installateur ou par un de ses partenaires. On va préconiser une étude de structure, donc notamment quand c'est sur un bâtiment existant, sur une construction bien évidemment pas. Alors ça c'est pas un document que nous on rend obligatoire, mais bien souvent l'assurance le sollicite. Donc c'est quand même un point important. Et bien sûr, on préconise aux clients de faire un devis d'assurance qui couvre donc sa responsabilité civile, les dommages et la perte d'exploitation. En fonction, effectivement, les assureurs aujourd'hui sont plus ou moins prudents en fonction de ce qu'il y a sous le bâtiment. Si on est sur un bâtiment ancien, bien évidemment, il va falloir intégrer la partie désamiantage et sécurité du chantier. Donc voilà un petit peu les différents points techniques que l'on regarde avant d'aborder vraiment la partie financière, où là, c'est relativement simple, quand même, un projet solaire en termes d'analyse financière. Il y a des recettes donc qui sont basées pour un projet où on est sur de la revente, basée sur la vente de l'électricité. Donc, en fonction du tarif de revente et des éléments qu'a expliqué Monsieur Maillet, est-ce qu'on est sur un contrat S21, est-ce qu'on est sur un appel d'offres simplifié? Donc ça, on va s'assurer d'avoir quand même un tarif sécurisé. On part, nous, les banques, en général, on part sur un productible un petit peu plus prudent que les développeurs, à savoir ce qu'on appelle le P90, qui permet de sécuriser au maximum le projet avec un plafond de production à 1100 heures pour les centrales de moins de 500 kW.
En fonction du type de centrale également, on va appliquer ce qu'on appelle un taux de disponibilité, c'est-à-dire qu'on considère que la centrale elle ne produit pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, enfin 24 heures sur 24 non bien évidemment, mais en tout cas pas 365 jours par an. Et donc on décline un taux de disponibilité de 2% quand on est sur des contrats sous obligation d'achat, contrat S21, et de 5% si on est sous appels d'offres simplifiés. Et ça, pourquoi la différence entre les deux? Parce qu'il y a aussi la notion aujourd'hui d'heures négatives. Je ne sais pas si ça a été abordé, j'ai pas pu entendre dans la première partie, mais aujourd'hui, en fait, pour faire simple, il y a trop d'électricité qui est produite et donc il y a des moments de la journée où il y a trop d'offres, trop d'électricité sur le marché et donc il y a un effet d'heure négative. Et donc ce sont les centrales qui vont être centrales solaires qui vont être pénalisées et donc qui vont être entre guillemets coupées sur ces moments-là et donc rémunérées différemment. Donc c'est pour ça qu'on met un taux de disponibilité inférieur pour vraiment avoir un nombre d'heures de fonctionnement qui soit le plus en réalité, au plus proche de la réalité. Ça, c'est bien sûr si on est sur un projet en revente. Monsieur Maillet a pas mal évoqué la notion d'autoconsommation individuelle ou collective. L'approche, elle est différente, bien évidemment, sur des centrales en autoconsommation, puisque là, on est plus les recettes, on va dire, c'est plus une économie de coûts qu'on va calculer par rapport à l'autoconsommation de la centrale, plus un effet revente s'il y a effectivement du surplus de revente, mais l'approche elle est pas tout à fait la même, en tout cas dans les recettes. Au niveau des charges, quel que soit le projet, c'est toujours les mêmes charges, hein. Donc bien effectivement un contrat de maintenance, un contrat d'assurance, éventuellement des frais de gestion comptables, les différentes taxes, un loyer éventuellement si le propriétaire de la centrale n'est pas propriétaire du bâtiment. Et ce qui est nouveau pour les projets sous appel d'offres simplifié ou appel d'offres normal, c'est le coût de l'agrégateur, le coût de la PMO en fait. Monsieur Maillet a bien expliqué notamment, et ça on va l'avoir aussi sur l'autoconsommation collective en tout cas, la mise en place de la personne morale organisatrice engendre un coût. Et pour les dossiers qui sont aujourd'hui en appel d'offres, c'est pareil, donc c'est pas un contrat qui est entre le producteur et des FOA, c'est un contrat entre le producteur et un agrégateur qui va gérer cette production d'électricité et le coût de revente de l'électricité. Donc cet agrégateur, il a un coût, il prend une prestation de service, il a un coût et ça vient quand même dégrader un petit peu le business plan en termes de charges. Donc voilà au niveau des charges, au niveau du budget de trésorerie, c'est une approche assez simple. On peut éventuellement intégrer dans le budget de trésorerie une provision sur les 10 premières années pour renouveler les onduleurs si toutefois leur durée de garantie est inférieure à 10 ans. Bon, souvent, c'est 20 ans, c'est soit 5 ans, soit 20 ans la durée de garantie des onduleurs. Et dans le budget de trésorerie, on intègre bien évidemment l'impôt sur les sociétés lorsque c'est le cas. Quatrième point que l'on regarde sur l'approche financière d'un projet solaire et qui est donc finalement le résultat, c'est ce qu'on appelle le DSCR. Donc c'est un ratio de dette sur crédit en fait que je vais vous détailler juste après, qui doit être à minima de 115% sur toute la durée du financement. On peut passer à la slide suivante, qui reprend donc de façon précise donc le plan de financement, quelles sont les dépenses que l'on prend en considération dans l'approche d'un projet solaire. Donc c'est bien évidemment l'installation solaire, le coût de raccordement Enedis, éventuellement s'il y a des petits travaux de renforcement de toiture, on les prend en compte. Par contre, si on est sur une construction, une rénovation lourde, voire un désamiantage,
ces travaux-là ne sont pas pris en compte dans l'approche solaire. C'est vraiment une analyse qui, là, est faite sur la rentabilité de l'exploitation ou la rentabilité de l'ACUMA et sa capacité à rembourser ce financement en propre. Les ressources du projet, c'est éventuellement l'autofinancement apporté, les aides, mais bon, aujourd'hui, il n'y en a pas, et bien sûr le financement bancaire. Après, en termes de tableau, de plan, vraiment de budget, donc on fait cette analyse sur 20 ans, la durée de revente de l'électricité, en tout cas de façon sécurisée. Donc on a les recettes moins les charges. Grosso modo, les charges représentent 15 à 20% des recettes. Alors ça risque d'augmenter un petit peu au vu de la baisse des tarifs de revente de l'électricité. Ceci nous donne donc l'excédent brut d'exploitation, duquel on va déduire les annuités du prêt, capital plus intérêt, éventuellement l'impôt sur les sociétés, et ça va nous donner la marge disponible après projet. Le calcul du DSCR dont je vous parlais tout à l'heure, le ratio de dette sur crédit, c'est le BE moins l'impôt divisé par les annuités. Et donc, c'est ce critère-là qui doit être supérieur à 115%. C'est pas un critère qui est propre au Crédit Agricole, hein, c'est tout établissement bancaire qui applique ce ratio. Et donc, au niveau des caractéristiques du financement, donc le montant, je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est bien l'installation solaire, le coût de le raccordement ou l'estimation, puisqu'au moment du montage, on n'a pas forcément la convention de raccordement Enedis, donc on n'a pas le coût précis, mais en tout cas l'estimation. Les travaux éventuels de renforcement de toiture s'ils sont à minima. Et on préconise un autofinancement de 10% sur ces projets qui pourrait bien évidemment aller plutôt à la hausse sur des projets futurs au vu de la baisse de vente de l'électricité, voire même, alors je dirais ça c'est pour un projet en revente, pour un projet ou en autoconsommation individuelle, pour un projet en autoconsommation collective, là on va préconiser un autofinancement bien plus important, puisque l'approche est là encore différente d'un point de vue du DSCR, puisqu'on a des contrats, comme le disait M. Maillet, sur 1 ou 5 ans. Donc nous, on ne peut pas porter un avis et une décision sur un dossier de financement de 15 ans sur un contrat de revente d'électricité sur 3 ans. Donc bien souvent, sur les dossiers d'autoconsommation collective, on va plutôt se baser sur le tarif de revente comme si c'était à EDF-OA et on va préconiser un autofinancement un petit peu plus important. En termes de durée de financement, on peut aller jusqu'à 18 ans maximum. Cette durée de 18 ans inclut un différé qu'on préconise fortement entre le moment de la construction, de la mise en place de la centrale et de la mise en service de la centrale, il peut se passer un petit peu de temps. Donc, on préconise un différé partiel de 18 mois, ce qui fait un amortissement du prêt sur 16 ans et demi. Et bien souvent, on préconise une échéance mensuelle si l'installation est supérieure à 100 kW, puisque la rémunération en cas de revente sur ces installations-là, elle est mensuelle. En termes de garantie, donc vraiment sur la partie centrale en elle-même, en général, on met en place une cession de créance d'AI sur les reventes de l'électricité, à savoir que voilà, s'il y a toutefois un problème, le fruit des reventes arrivera sur le compte du Crédit Agricole. Puis après, sur la partie construction, là, c'est propre au projet et à l'emprunteur. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un cas, par exemple, où on est sur une centrale de 391 kg qui produit donc un productible de 1100 heures par an. Alors, on était encore sur des tarifs qui faisaient bien envie, à 9,65 centimes. On avait donc une centrale qui était, le coût de la centrale était de 249 300 €, 34 100 € de coût de raccordement, ce qui est un total de 283 000.
7 800 € de charge et un prêt donc en totalité de 100% sur 15 ans, ce qui faisait une annuité de 25 561 €. On peut passer la slide suivante. Donc ça, c'était le décor. Et puis donc après, on fait l'analyse du plan prévisionnel. Alors je vais pas m'arrêter sur chaque année. En tout cas, vous voyez là un petit peu ce que nous, on analyse. Et en synthèse, ce qu'on constate, donc, c'est que le chiffre moyen sur 20 ans, c'est 40 668 €, le BE 31 186, duquel on déduit l'annuité. Et donc, ce qui nous donne là, sur ce cas précis, un DSCR de 124%, donc qui est largement conforme à nos attentes. Si le DSCR est inférieur à 115%, donc ça ne reste qu'un avis. C'est pas forcément bloquant. Après, tout dépend de la santé financière de la structure empruntrice, est-ce qu'elle a la capacité à prendre sur son EBE pour temporiser et apporter le montant, la différence ou pas. Donc ça, c'est vraiment à charge du chargé de clientèle d'analyser cette partie-là. Donc voilà un petit peu la façon dont on approche les projets. Donc à savoir que au Crédit Agricole, les chargés de clientèle ont toute latitude pour approcher ces dossiers. Nous, on est là en appui au niveau de mon service pour tous les dossiers de plus de 300 000 €. Je parle uniquement de la partie centrale solaire, donc sur lesquels on étaye nos avis. Et voilà en tout cas l'approche qu'on a. On est sur une approche la plus prudente possible pour s'assurer que effectivement le client s'y retrouve sur la durée de son financement. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une question. Oui, qui arrive. Alors, est-ce que pour les projets d'autoconsommation collective, est-ce que vous considérez que c'est comme un projet avec obligation d'achat ou pas? Ben non, pas du tout. Parce que, comme je l'expliquais, sur les projets d'autoconsommation collective, on n'a pas un contrat d'obligation d'achat sur 20 ans, un contrat sur 1 ou 5 ans. On peut pas clairement valider un dossier de financement sur 15 ans sur un contrat de 3 ans. Donc, c'est ce que je disais, en fait, souvent, à minima, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va prendre les mêmes conditions que l'obligation d'achat, on va voir comment ça passe et du coup, en fonction, au besoin, on va conseiller d'apporter un autofinancement plus important pour que le projet soit à l'équilibre. Vous avez considéré que c'est entre guillemets que du bonus, on pourrait expliquer comme ça, parce Exactement. que c'est sur une durée potentiellement courte, quoi. Exactement. Et on avait une autre question, alors je pense que c'est plus pour Cédric sur les batteries qui se développent pour autoconsommer la nuit, l'électricité qui est produite. Alors oui, aujourd'hui, il y a des batteries qui se développent de plus en plus donc pour autoconsommer la nuit. Donc, il y a à la fois les batteries physiques qui existent et il y a également, là, on va parler plus sur la petite puissance, on va dire sur des tarifs bleus, par exemple, où là, on va avoir aussi également des batteries virtuelles. Par exemple, les éleveurs laitiers qui sont en tarif bleu, donc on va mettre des installations inférieures à 36 kg, par exemple, inférieures ou égales à 36 kg. L'autoconsommation, aujourd'hui, il y a des solutions de batteries virtuelles qui existent et qui permettent d'avoir une autonomie énergétique, on va dire, supérieure ou égale à 80%. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage aujourd'hui d'autonomie énergétique, de plus acheter l'électricité, donc de maîtriser. Voilà. Donc, batterie physique, jusqu'à cette heure, c'était pas trop démocratisé parce que c'était quand même assez encore onéreux par rapport à la puissance de stockage que ça développait. Là, on commence à avoir des tarifs qui commencent à devenir un peu plus attractifs. Donc, je pense que dans une paire d'années, ça devrait quelque chose qui devrait se développer et vraiment venir en appui là-dessus. Voilà. Et après, ce qu'on entend parler en ce moment, ça c'est en parallèle
on le fait aussi, c'est qu'en ce moment, on met pas mal de batteries physiques en termes de gestion de réseau. Donc, aujourd'hui, les centrales photovoltaïques, de plus en plus, on est en train de coupler les panneaux solaires avec des systèmes de stockage batteries physiques. Alors, les batteries physiques ne sont pas reliées directement à la centrale solaire, elle est reliée au réseau Enedis, mais ça permet aujourd'hui donc de faire du lestage de réseau et de pouvoir maîtriser à terme donc ce surplus d'électricité à certaines périodes de l'année. Voilà. Donc, on a beaucoup de développeurs en ce moment qui commencent à proposer ces solutions-là. Donc, ne soyez pas surpris et surprise si vous êtes sollicité, et que ce soit agriculteur ou CUMA, donc avec des systèmes de location, en général de location d'emprise au sol pour implanter les batteries. Voilà. Donc, ça existe, et nous, on fait le choix aussi de coupler ces batteries-là avec des bornes de recharge IRVE, c'est-à-dire de pouvoir recharger les véhicules sur site également. Donc là, toutes les CUMA, les bâtiments d'Iris Solaris que j'ai donc sur la Bourgogne, on est en train de poser des batteries, donc sur les bâtiments de CUMA qu'on a, où on propose avec les bornes IRVE en même temps. Comme ça, demain, le berlingot qui sera électrique, ou demain, quelques petits outils comme je prends dans les zones viticoles, je prends l'exemple, quand ça va avoir des enjambeurs électriques et tout, ou comme les vitibots, les choses comme ça, de taille, qu'à terme, on puisse commencer à pouvoir les charger directement sur site. Voilà. Donc, on est en train d'anticiper, on va dire, l'électrification du réseau sur site. Voilà. Donc, mais est-ce que c'est devenu quelque part une obligation pour que vous preniez le projet? C'est pas forcément une obligation du tout. Ça n'a rien à voir, parce que déjà, quand on parle de batterie de 125 kg donc, de puissance, on est vraiment plus aujourd'hui, c'est les développeurs qui investissent et ils cherchent du foncier pour poser ces fameuses batteries. Voilà. Et juste donc, pour précision peut-être, donc pour les CUMA, donc effectivement, vu que les batteries, je pense qu'elles restent pour l'instant propriété beaucoup des développeurs. Donc pour la CUMA, ça nécessitera de louer une partie de son terrain, si la CUMA est propriétaire du terrain. Et du coup, le loyer qui pourrait être versé par le fournisseur est soumis à l'IS. Donc bien avoir en tête au niveau fiscal et comptable que ce loyer, il reste soumis à fiscalité et à la production d'une liasse fiscale à l'IS. On rejoint ce qui a été dit un peu par Aurélien sur la production d'électricité. C'est vrai qu'il y a soit le loyer uni, soit le loyer annuel, soit une soulte qui peut être versée. Je crois qu'un soulte n'est pas soumis, il faut qu'on vérifie. Mais je crois que quand c'est une soulte en une fois, c'est pas soumis. Oui, ça dépend peut-être comment c'est rédigé. C'est vrai que j'avais demandé à les juristes de la FNCUMA sur un loyer. Ouais. Un loyer lui serait soumis. Si c'est une soulte, là, c'est une autre question, effectivement. Si c'est vraiment un loyer versé, là, ça serait soumis. Après, c'est vrai qu'on est au début du déploiement de systèmes de stockage, mais c'est des choses qui, je suis persuadé, même dans les mois qui suivent, je dis même assez rapidement, par rapport déjà au déploiement on va dire, ça fait même pas un an qu'on commence déjà à démocratiser ces systèmes de stockage, et que même d'autres développeurs commencent à le faire. Mais je pense que même dans les mois qui suivent, dans les années très proches, on va avoir encore d'autres solutions de stockage qui vont être encore plus démocratisées rapidement. Voilà. Donc, oui, les technobatteries évoluent très vite en ce moment. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc là, c'est peut-être plus pour nous. Subvention particulière pour les CUMA. Actuellement, non, sur les bâtiments, ou que ce soit bâtiments ou centrales photovoltaïques, il n'y a pas de subvention. Alors, pas pour les CUMA, et je ne crois pas en fait pour non plus à part les particuliers, pas pour les exploitants agricoles non plus. En tout cas, les hangars de CUMA ne sont plus subventionnés. Que les autres, obligation d'achat, aide pour les devis, pas de préférence pour les CUMA. Donc, il n'y a pas de subvention particulière pour les CUMA. Voilà, si la question c'est pas non. On va être souvent sur les mêmes dispositifs. Et du coup, ça peut être des dispositifs qui sont aussi en plus gérés régionalement. Et par exemple, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, actuellement, les subventions allouées pour les bâtiments, il n'y a pas de le dispositif n'intègre pas les CUMA. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, encore un dernier appel aux questions.
Et une Non. petite question, est-ce que vous allez nous faire parvenir le support que vous nous avez présenté? Oui, on peut. On va retravailler. Je vais réintégrer du coup dans la présentation les diapos d'Iris Solaris et comme ça on enverra un seul diapo. Donc il vous sera envoyé voilà sous une semaine, 15 jours pour les personnes effectivement qui s'étaient inscrites, donc avaient répondu au Google Form qui avait été envoyé. Si d'autres personnes seraient intéressées, n'hésitez pas, avant de quitter la visio, dans le chat, de laisser votre adresse mail. Comme ça, on peut vous rajouter au listing. Très bien, merci. Puis merci aux intervenants aujourd'hui qui ont pris le temps de venir nous présenter tout ça. Merci beaucoup et bonne fin de Merci à journée. tous. Merci à tous. Bon vendredi. Au revoir. Au revoir et Merci. merci. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.